Welcome to Galaxy Humane. Ici, on raconte les histoires à la sauce humaine. Pas de voix robotique, pas de contes aseptisés, juste l'humanité face à l'inconnu brute, imparfaite, mais debout. Le HNV Tiamat traversa l'atmosphère d'Oyonus comme une lame jetée par un dieu en colère. La coque avant, marquée par la chaleur, fendait les nuages en laissant derrière elle des traînées de plasma et de vapeur surchauffées. Le vaisseau vibrait, encaissant couche après couche l'assaut permanent de la tempête planétaire. Des éclairs couraient sur les boucliers déflecteurs, formant des réseaux blancs et sauvages, comme des veines de feu. La capitaine de flotte Sela Oliver se tenait droite devant la baie d'observation, les mains croisées dans le dos. 53 ans, et pourtant, cette montée d'adrénaline, toujours la même à chaque descente. Le poids du commandement lui écrasait les épaules, autant que la gravité artificielle lui collait aux os. Elle adorait ça. Elle vivait pour ça. Transition atmosphérique dans 90 secondes. Capitaine, annonça le commandant Barros depuis la barre. Tous les systèmes sont verts. Oliver ne détourna pas le regard de l'océan en contrebas. Un désert liquide, gris et infini, brisé seulement par d'énormes cellules de tempête, larges comme des continents, tournant éternellement sur elle-même, un monde qui ne voulait clairement pas d'invités. Le Tiamat n'était pas un vaisseau comme les autres. C'était un monstre. Le plus grand bâtiment jamais conçu par l'humanité pour l'exploration aquatique profonde. Un porte-superstructure, une forteresse mobile capable de plonger là où même la lumière renonce. Son premier voyage. Et une sacrée prise de risque. « Un capitaine », dit une voix métallique à sa droite. L'amiral Tyrus, de la race sélénienne, se tenait légèrement à l'écart de l'équipage humain. Grand, élancé, recouvert de plaques articulées bleu-gris, il semblait parfaitement immobile. Trop immobile. Un malaise soigneusement contrôlé. Je dois réitérer mes réserves sur le timing de cette opération. Oliver se tourna vers lui, visage calme, ton posé. Amiral, comme expliqué lors du briefing, le pacte commercial avec l'ascendance dépend d'une démonstration concrète de nos capacités. Le Tiamat, c'est cette démonstration. Les plaques de Tyrus frémirent à peine. Vous combinez un voyage inaugural avec une inspection diplomatique. Dans notre expérience, c'est la recette parfaite pour un désastre. Un léger sourire étira les lèvres d'Oliver. Dans la nôtre, amiral. C'est sous pression que l'humanité donne le meilleur d'elle-même. Le confort, c'est sympa, mais ça révèle jamais les vraies forces. Le silence s'installa entre eux tandis que le vaisseau perçait enfin la couche nuageuse. En dessous, l'océan d'Oyonus s'étendait jusqu'à l'horizon. Vivant, hostile, ancien. Oliver se retourna vers son équipage. Sécuriser tous les postes. Préparer la transition aquatique. Puis plus bas, presque pour elle-même. On y va, accrochez-vous. Le Léviathan humain commençait sa descente. Le Tiamat frappa la surface de l'océan, avec la grâce brutale d'une cathédrale qui tombe du ciel. Les réservoirs de déplacement encaissèrent l'impact, et les amortisseurs de coque absorbèrent la violence de l'entrée. Pas de choc sec, juste une décélération lourde presque feutrée. Le vaisseau cessa d'être un engin spatial pour devenir autre chose. Un prédateur des abysses. À travers la baie d'observation, le ciel gris disparut, remplacé par un mur d'écume tourbillonnante. Puis l'eau s'éclaircit, une pénombre bleu-verte envahit la vue, vivante, mouvante, comme si l'océan respirait. « Tous les systèmes sont au vert », annonça l'officier opération. Intégrité de la coque confirmée. Début de la descente vers la profondeur opérationnelle. « Descendez-nous », répondit Oliver. La capitaine se tourna vers la délégation sélénienne. « Amiral, nous traverserons la zone photique dans 25 minutes. Je vous recommande le salon d'observation avant. La faune locale produit des effets lumineux assez spectaculaires. » Tyrus inclina légèrement la tête. Le geste était encore maladroit, mais moins rigide que plus tôt. « Je prendrai votre suggestion en considération. » Sous le pont, 3 niveaux plus bas, Akiojin, chef ingénieur, régnait sur ce qu'il appelait sans ironie sa cathédrale. Le pont d'ingénierie principal était un cylindre gigantesque, baigné par la lueur bleutée du cœur à fusion. Les conduits de plasma serpentaient sur les parois comme des artères, pulsant au rythme du vaisseau. Une vibration basse remplissait l'air, assez forte pour résonner dans les dents. Shin adorait cette sensation. 30 ans de service et toujours ce frisson. Votre architecture énergétique semble désordonnée, observa l'émissaire Nuri, sa voix traduite en un français étonnamment doux. Jin sourit, montrant des dents jaunies par trop de café et pas assez de sommeil. Désordonné pour survivre, répondit-il. Vous voyez ce conduit-là? Le moche, celui qui a l'air soudé à l'arrache. Nuri suivit son doigt vers un énorme tuyau qui traversait le plafond à angle bizarre. Un système de secours tertiaire pour la régulation thermique vitale. Bingo.
Un cauchemar esthétique. Mais pendant l'incident de Ganymède, quand une micrométéorite a flingué nos circuits principaux, ce truc a maintenu l'air respirable pendant 6 heures. 38 personnes vivantes grâce à un système que personne n'aimait regarder. Les plaques de nourris frémirent. Votre espèce privilégie la résilience à l'efficacité. L'efficacité, c'est du luxe. La résilience, c'est rester en vie quand tout part en vrille. Pendant ce temps, sur le pont arrière, l'enseigne Mercer ajustait nerveusement son casque audio. Son domaine, c'était le son, les murmures, les fréquences basses, les anomalies cachées dans le bruit de fond. Et là, quelque chose clochait. Un signal pulsait, lent, régulier, enfoui dans les graves. Trop structuré pour être naturel. « Lieutenant », murmura-t-il, « le signal est de retour. Plus fort. » Mercer soupira son supérieur. « Cet océan est un enfer acoustique. Ce n'est rien. » Mercer serra les dents. « Avec respect, monsieur. Ça ressemble à un rythme. Sur son écran, des cercles concentriques s'étendaient, depuis un point situé bien en dessous du Tiamat. Quelque chose écoutait, et peut-être observait. Le Tiamat continuait de descendre, ignorant encore que, dans l'obscurité grandissante, l'océan venait de se réveiller. À 2000 mètres, la lumière mourut. Pas progressivement, pas doucement. Elle disparut, comme si quelqu'un avait claqué un interrupteur cosmique. L'océan devint une masse noire et compacte, traversée uniquement par les faisceaux des projecteurs du Tiamat. Des créatures bioluminescentes surgirent, puis s'évanouirent aussitôt, fuyant l'intrus métallique qui violait leur royaume. Profondeur 5000 mètres dans 30 minutes, annonça la navigation. Le vaisseau s'enfonçait lentement, méthodiquement. Chaque mètre ajoutait une pression colossale sur la coque. Chaque mètre rappelait à l'équipage une vérité simple. Ici, l'erreur ne pardonne pas. Dans les quartiers d'équipage, le quart de nuit s'installait. Certains lisaient, d'autres dormaient déjà, et presque tous rêvaient. Le quartier-maître Ishikawa se débattait dans son sommeil. Elle nageait dans une obscurité épaisse, lourde comme si l'eau était devenue solide. Lorsqu'elle ouvrit la bouche pour crier, un liquide métallique s'y engouffra. Coup de rouille, de haine ancienne, quelque chose la regardait, pensait, la connaissait. Elle se réveilla en sursaut, haletante, le corps trempé de sueur. « Le noir !» murmura une voix. Dans la couchette inférieure, le matelot Rachid s'était redressé au même instant, les yeux écarquillés. Il y avait quelque chose dans le noir. Plus loin, à l'infirmerie, le lieutenant chirurgien Koslov fronçait les sourcils devant son écran. 19 membres d'équipage. 19 cauchemars similaires en moins de 4 heures. Stress de première plongée abyssale, conclut-il en soupirant en voyant son rapport. À surveiller, il n'écrivit pas son propre rêve. Sur le pont arrière, Mercer n'écoutait plus les excuses. Le signal était revenu. Plus fort, bien plus fort. Les cercles sur son écran s'étaient resserrés, contractés, comme si la source se rapprochait. Et cette fois, le filtre audio produisit quelque chose de nouveau. Un rythme, une cadence, presque, des mots. Observation. Approche, observation. Approche. Mercer sentit sa gorge se nouer. « Lieutenant », dit-il d'une voix tendue. Ça dépasse le seuil d'alerte prioritaire. Origine biologique probable. Structure cohérente. Par le protocole, ça doit remonter à la passerelle. Lynn hésita. Une fraction de seconde de trop. Logé. Recalibré. Pas question d'affoler le pont pour un fantôme acoustique. Mercer serra les poings. Tout en lui hurlait que c'était réel, que quelque chose de gigantesque, de patient, venait de tourner son attention vers eux. Il obéit, officiellement. Puis le signal pulsa à nouveau. Plus près, plus fort. À 7000 mètres, même les prédateurs des abysses se firent rares. L'océan semblait retenir son souffle. Et quelque part, dans les profondeurs que même les cartes n'osaient nommer, quelque chose se réveillait. Quand Mercer comprit qu'il n'avait plus le luxe d'obéir, il était déjà presque trop tard. L'alerte Crimson s'afficha en rouge sang sur la console de commandement. Un seul bip, court, froid. « Capitaine !» dit la voix de Mercer projetée sur le canal prioritaire. Signal anormal détecté depuis la fosse abyssale. Origine biologique confirmée. À 98%. Quelque chose nous observe. Sur la passerelle, le silence tomba comme une chape de plomb. C'est là Oliver tourna lentement la tête vers le poste sonar. Les regards se croisèrent. Elle lut la peur sur le visage de l'enseigne, mais aussi autre chose. Une certitude glaciale. « Diffusé sur haut-parleur. »« Capitaine. » Maintenant. Le son envahit la passerelle. Ce n'était pas vraiment un bruit, plutôt une pression. Une vibration sourde qui ne passait pas par les oreilles, mais par l'intérieur du crâne, comme si l'eau elle-même parlait directement au cerveau. « Ici, ici, ici. »
Les lumières vacillèrent. Barros porta une main à sa tempe. La coque, balbutia-t-il. L'eau passe à travers les murs. Les capteurs disaient le contraire. Intégrité parfaite. Mais la moitié de l'équipage voyait autre chose. Des parois qui suintaient. Des ombres massives glissant juste hors champ. Des souvenirs qui n'étaient pas les leurs. L'amiral Tyrus s'effondra à genoux. Ses plaques s'agitaient frénétiquement, perdant toute discipline. Contrôle émotionnel rompu. Cliquetèrent ses aides, paniqués. Oliver comprit instantanément. Attaque cognitive, annonça-t-elle d'une voix de fer. Ce n'est pas réel. Accrochez-vous à la machine. Elle activa l'intercom général. Équipage du Tiamat, ici la capitaine. Nous subissons une intrusion mentale. Ignorez ce que vous voyez. Fiez-vous aux instruments. Fiez-vous au métal sous vos pieds. Elle inspira profondément. L'acier est réel. Le pont est solide. L'air est pur. Faites confiance à la machine. Un marin répéta la phrase. Puis un autre. Bientôt toute la passerelle scandait le mantra, comme une bouée lancée dans une tempête mentale. La pression recula, à peine, mais suffisamment. Mercer, localisez-moi cette chose. Relèvement 358. Distance 40 km et en diminution. C'est sous nous. Ça remonte. Taille estimée. Un silence, puis, minimum 50 km. Il déglutit. C'est plus gros que tout ce qu'on n'a jamais croisé. L'écran principal s'illumina. Une forme apparut. Colossale, sinueuse, impossible à définir clairement. Un être trop vaste pour être compris d'un seul regard. Quelque chose d'ancien, de profondément pas humain. Classification? Demanda Oliver. Ancienne donnée, supposée inactive. Géologique. Oliver esquissa un sourire sans joie. Supposé. En ingénierie, les alarmes hurlèrent. Les systèmes perdent pied. Jean sentit l'assaut mental comme un point glacé dans le cerveau. Des souvenirs tentèrent de remonter. Ganymède. Les cris. Le vide. « Chef !» cria quelqu'un. « Restez avec nous !» Il cligna des yeux. « Je suis là, bordel. Rapport. » L'entité interfère directement avec les circuits. Les machines paniquent. Jean laissa échapper un rire sec. Génial. Même le vaisseau flippe. Sur la passerelle, Oliver se redressa. Tous au poste de combat. Réveillez tout le monde. Balayage total. Elle fixa l'écran, le monstre, l'abîme. Quelque chose vient de se réveiller. Et on est dans son assiette. Le Tiamat continuait sa descente. Et l'abîme souriait. La deuxième vague frappa sans prévenir. Ce n'était plus une pression diffuse. C'était ciblé, chirurgical. C'est là Oliver se retrouva projeté ailleurs. Les couloirs de l'argent s'étiraient devant elle, interminables, baignés de lumière rouge clignotante. Les alarmes hurlaient, elle courait, le cœur en feu, les bottes glissant sur un sol couvert de débris. Elle savait déjà ce qu'elle allait trouver. Elle savait toujours. « Capitaine, la passerelle est perdue !» Non, pas encore. Pas encore. Un corps flottait devant elle, yeux ouverts, bouche figée dans un cri silencieux. Sa navigatrice, son erreur, sa faute. Mam. Une main la gifla violemment. La vision se brisa comme du verre. Oliver halta, de retour sur la passerelle du Tiamat. Son second accosta la fixait, mâchoire serrée. « Restez avec nous, capitaine. C'est dans nos têtes, » dit-elle en se redressant. Il fouille à nos pires souvenirs. Il veut qu'on lâche. Elle inspira lentement. Toute sa formation, toute sa thérapie, toute sa rage contenue se mirent en place. Tant pis pour lui. Elle, manœuvres évasives, descendait à 7500 mètres, pleine vitesse. « Capitaine, l'entité nous suit », annonça Mercer. Elle s'adapte au brouilleur. Évidemment qu'elle s'adapte, c'est un vieux dieu des abysses. Pas un poisson rouge. Mercer cliqua frénétiquement. Le dampener ne marche plus. Elle absorbe le signal. Elle l'utilise. Un silence tendu, puis Mercer releva la tête, les yeux brillants. Attendez. Chaque vaisseau a une signature structurelle, une vibration unique. Le Tiamat a un battement, un rythme. Il déglutit. Si on l'inverse et qu'on le diffuse, on peut créer une zone de silence cognitif autour de la coque. Acosta haussa un sourcil. Tu veux combattre un dieu avec le bruit de notre propre carcasse? Pas le bruit. Le vide? Oliver fixa Mercer une seconde. Appelez l'ingénierie. Jean débarqua sur la passerelle en moins de 3 minutes, le visage noirci, les mains tremblantes. Vous voulez faire quoi avec mon vaisseau? Le faire chanter, répondit Mercer. Nuri observa les schémas, silencieuse. La signature existe déjà dans vos systèmes. Il suffit de l'amplifier. Jean passa une main sur son visage, puis éclata d'un rire nerveux. Bon. On va transformer un sonar en arme existentielle. J'adore quand on improvise. Autorisation totale, dit Oliver. Faites-le. En ingénierie, les conduits furent ouverts, contournés, arrachés.
Le réacteur pulsa plus fort. Le Tiamat vibra, comme un cœur qu'on pousse à bout. Signal isolé, cria Mercer. Inversion prête. Diffusée. Le Tiamat chanta. Pas un son audible. Une onde profonde, absolue, qui repoussa le monde autour du vaisseau. Une bulle de silence, de néant. L'entité recula. Pour la première fois, elle hésitait. « Ça marche !» hurla Mercer. « Combien de temps ?» demanda Oliver. « 25 minutes, Max. » Oliver regarda l'écran. Le monstre tournait autour d'eux, frustré. « Alors on a 20 minutes pour survivre à un dieu ancien. » Elle sourit, froide, déterminée. « Parfait. On fait ça tous les jours. » L'entité attaqua autrement. Plus d'illusions, plus de cauchemars. Juste la masse. Un choc titanesque secoua le Tiamat. Oliver fut projeté contre son fauteuil de commandement, tandis que les alarmes hurlèrent de nouveau. « Impact tribord !» cria Acosta. Coque perforée, sections 8 et 9. Le métal cria sous la pression. Le vaisseau gémissait comme une bête blessée. Dans les profondeurs, le dieu ancien avait compris. L'esprit ne suffisait plus. Alors il écraserait la proie. « Il essaie de nous broyer », murmura Mercer. « Notre bulle tient. Mais il nous tue à l'ancienne. » Un deuxième impact. Plus violent. Les lumières s'éteignirent, remplacées par l'éclairage d'urgence rouge sang. L'eau s'infiltrait déjà dans certains compartiments. Oliver se releva, le regard brûlant. « Réfléchis, Tsella. Pourquoi il nous a attaqués au départ ?»« À cause de notre signature énergétique, » répondit Acosta. On brillait dans le noir. Oliver hocha la tête. « C'est un chasseur. Il suit l'énergie. Alors on va lui en donner. »« Capitaine ?» demanda Jean sur le canal interne. « Combien de plasma en réserve ?»« 60%. Mais si on ventile, oui, ça fera une balise géante. Exactement ce qu'il veut. » Un sourire dur se dessina sur le visage d'Oliver. « Parfait. Capitaine, vous voulez attirer un dieu abyssal avec une fusée plasma ?» demanda Acosta. « Je veux qu'il lâche notre coque et qu'il morde autre chose. » Elle inspira. « Équipage, préparez manœuvre d'urgence. On va lui montrer un truc brillant. » En ingénierie, Jean ouvrit les vannes. Le plasma jaillit dans l'eau glacée comme un soleil artificiel. Une explosion thermique monstrueuse illumina les abysses, une signature énergétique impossible à ignorer. Sur l'écran sonar, l'entité réagit immédiatement. « Elle décroche !» s'écria Mercer. Elle suit le plasma. La créature ouvrit ce qui ressemblait vaguement à une gueule. Des lumières internes palpitèrent. Hypnotique, affamée. « Maintenant, dit Oliver calmement, armez la lance gravitationnelle. » Un silence tendu. « Capitaine, tire Acosta. Cette arme est conçue pour le vide. » À cette pression, je sais, on pourrait se disloquer en tirant. Oliver ne s'y a pas. Alors on tirera une seule fois. La charge monta. 60%, 80%, 90%, l'entité comprit trop tard. Elle se détourna du plasma, fonçant vers le Tiamat, toute sa masse lancée pour l'impact final. 100%. Arme prête. Jean apparut sur l'écran, le visage couvert de sueur et de sang. Capitaine, si on tire, il n'y aura pas de deuxième chance. Oliver posa sa main sur la console. Elle pensa à son équipage, à leur peur, à leur obstination. Feu. Le monde se brisa. La lance gravitationnelle déchira l'océan, créant un tunnel de vide et de chaos. L'espace-temps se plia, écrasant l'eau, la matière, la logique elle-même. Le rayon frappa l'entité de plein fouet. Pendant une fraction de seconde, Oliver vit l'intérieur du monstre. Des structures impossibles, des lumières mourantes, une antiquité qui n'aurait jamais dû se réveiller. Puis la gravité fit son œuvre. L'entité implosa, la lumière s'éteignit, et le silence revint. Le silence qui suivit était différent. Pas un silence rassurant. Pas encore. Un silence choqué. Comme si l'océan lui-même n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. « Rapport de situation », dit Oliver d'une voix rauque. « Intégrité structurelle à 42%, répondit l'ordinateur. Multiples brèches colmatées. Propulsion à 30%. Support vie stable. » Oliver laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Équipage ?» 19 blessés graves. « 0 mort, capitaine, 0. » Sur la passerelle, certains rirent nerveusement. D'autres s'assirent brutalement, les jambes flageolantes. Acosta s'adossa à une cloison, les yeux fermés. « Bordel, on l'a fait. » Le Tiamat, cabossé, brûlé mais toujours vivant, commença lentement sa remontée. Les équipes d'urgence s'activaient dans tous les compartiments, colmatant les brèches avec ce qu'elles trouvaient. Plaques de fortune, câbles, rubans de scellement, de l'ingénierie à la sauce humaine. Pas joli, mais efficace. À l'infirmerie, le chirurgien Koslov faisait ce qu'il savait faire de mieux. Réparer. Os fracturés. Traumatismes crâniens, brûlures.
Beaucoup de regards hagards, beaucoup de mains qui tremblaient encore. « Miracle !» murmura une infirmière. Koslov secoua la tête. « Non, de l'entêtement. » En ingénierie, Jean travaillait torse nu, couvert de cambouis, en train de souder un conduit à la main. « Vous devriez vous reposer, » observa Nuri. Plus tard. Le vaisseau tient debout, mais il râle encore. Nuri observa le chaos organisé autour d'eux. Les humains fatigués, blessés, mais toujours en mouvement. « Votre approche est inefficiente. »« Ouais, » admit Jean. Il sourit. « Mais on est encore là. » Plus tard, lorsque le Tiamat perça la surface, les tempêtes s'étaient calmées. Le ciel révélait des étoiles inconnues, et les lunes d'Arconus luisaient doucement au-dessus de l'océan désormais paisible, comme si rien ne s'était passé. Sur le pont d'observation, Oliver se tenait seul. L'eau s'étendait à perte de vue, calme, silencieuse. « Capitaine », l'amiral Tyrus la rejoignit. Ses plaques étaient immobiles, mais quelque chose avait changé dans sa posture. « Votre vaisseau aurait dû être détruit, » dit-il sans détour. « Nos modèles le confirmaient. Les modèles ne comprennent pas tout, » répondit Oliver. « Non. » Il marqua une pause. « Vous introduisez une variable que nous ne savons pas calculer, l'improvisation. » Le refus d'abandonner. Il tourna lentement la tête vers elle. « Votre chaos est productif. » Oliver sourit faiblement. « Bienvenue dans Galaxie humaine. » Tyrus observa l'horizon. « Mon rapport à l'ascendance sera très différent de ce que j'avais prévu. Tant mieux. » Le Tiamat était en vie, son équipage aussi. Et quelque part, au fond des abysses, les restes d'un dieu ancien reposaient désormais en silence. L'univers venait d'apprendre une chose importante. Quand l'humanité tombe sur quelque chose de trop grand, trop ancien, trop dangereux, elle ne fuit pas, elle s'adapte. Les réparations prirent des semaines. Le Tiamat resta en orbite basse, blessé mais debout, maintenu par des équipes qui refusaient d'abandonner. Les rapports affluaient, les analyses aussi. Des téraoctets de données sur une entité que beaucoup préféraient, encore appelée anomalie, comme si lui donner un autre nom la rendait moins réelle. Mais au fond, tout le monde savait. Ils avaient réveillé un dieu ancien et l'avaient abattu. Sur la passerelle silencieuse, Chela Oliver relisait le dernier rapport médical. 19 blessés graves, tous vivants. Aucun décès. Elle posa la tablette et ferma les yeux un instant. « On s'en est sorti ?» murmura-t-elle. Des pas résonnèrent derrière elle. « Par définition », répondit l'amiral Tyrus. Il s'arrêta à ses côtés, observant la courbure bleutée de la planète en contrebas. « Mon rapport a été transmis à la haute direction de l'ascendance. »« Oui ?» demanda Oliver sans se retourner. « Votre espèce est désormais classée comme variable imprévisible de classe critique. » Elle laissa échapper un léger rire. « On a vu pire comme étiquette. » Tyrus inclina la tête plus naturellement qu'auparavant. « Vous appelez cela le Léviathan endormi. Nous pensions que c'était une démonstration d'orgueil, une menace implicite. » Il marqua une pause. Nous avions tort. Oliver croisa les bras. Le Léviathan, ce n'est pas notre puissance militaire. C'est notre état naturel. On avance, on encaisse, on tombe, et quand on devrait rester à terre, on se relève quand même. Tyrus observa les étoiles. Votre espèce ressent la peur, la douleur, le doute. Oui. Et pourtant, vous continuez. Toujours. Dans l'ingénierie, Jean terminait enfin une réparation propre. Enfin, propre. Selon ses standards. Pas mal pour un rafistolage d'urgence, lança-t-il à Nuri. Vous appelez cela satisfaisant? Demanda-t-elle, intriguée. Disons que ça tiendra jusqu'à la prochaine catastrophe. Les plaques de Nuri frémirent légèrement. Votre civilisation survivra longtemps. On n'a pas vraiment le choix. Sur le pont médical, Acosta insistait déjà pour reprendre le service malgré sa commotion. Je vais bien. Vous avez littéralement traversé une cloison, protesta le médecin. Détail. Et Mercer, dans son coin, analysait encore le silence abyssal laissé derrière eux, ce vide parfait, ce néant artificiel qu'ils avaient créé avec le chant du Tiamat. Il n'y a plus rien, murmura-t-il, juste du calme. Pour la première fois depuis longtemps, plus tard, seul devant la baie d'observation, Oliver regardait la planète s'éloigner. L'océan brillait doucement sous les lunes, comme s'il n'avait jamais essayé de les tuer. On reviendra, dit-elle à voix basse, parce que c'était ça la vérité. Là où les autres voyaient un monde trop dangereux, trop instable, trop hostile, l'humanité voyait un défi. Le Léviathan n'était plus endormi. Il avait ouvert les yeux, et tant que l'univers continuerait à tester l'humanité, à la pousser au bord du gouffre, à lui dire qu'elle n'était pas à sa place, elle répondrait toujours de la même manière, avec de l'entêtement, de l'ingéniosité et une volonté impossible à briser.